Le 7 décembre 1993, le président de Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, décède. Mais suite à ce décès, il y a un bras de fer qui est lancé entre M. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, et M. Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Les deux veulent succéder au président de la République. Mais ce bras de fer ne va pas vraiment durer. On parle de quelques heures. Pour d'autres, on parle de 4 à 3 jours. Pour certains, c'est un bras de fer historique, éclair, qui a été remporté par l'un d'entre ces deux. Mais ce bras de fer, qui est loin d'être médiatisé, connu par beaucoup d'Ivoiriens, en réalité, la base qui va permettre de comprendre beaucoup d'événements qui vont succéder en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dans cet épisode, qui est la continuité, comme promis, du premier épisode où l'on a parlé du parcours de M. Alassane Ouattara, qui est Premier ministre, nous allons comprendre maintenant comment est-ce que ce bras de fer s'est passé et qu'est-ce qui s'est réellement passé en dessous de tout ça. Qui et pourquoi celui-ci a gagné ce bras de fer. Installez-vous bien, c'est parti. Besoin de viande fraîche et de qualité? Ne cherchez plus. Découvrez Bioproduction, le fournisseur local avec 100% de confiance et 100% de fidélité. Bioproduction vous propose des cochons, des poulets et des bœufs, élevés dans les meilleures conditions et surtout sans produits étranges. La viande est 100% naturelle. La livraison est très rapide et sécurisée avec des produits extrêmement bas pour une qualité au top. Que vous soyez restaurateur, commerçant ou particulier, vous avez ce qu'il vous faut pour vos besoins de viande fraîche, aussi bien en gros qu'en détail. N'hésitez surtout pas à contacter Bioproduction via le +225 01 40 69 34 17. Commandez dès aujourd'hui et goûtez la différence pour toujours. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Nous sommes le 7 décembre 1993. Cette date-là, c'est la date officielle, beaucoup de laquelle les Ivoiriens vont entendre, savoir que leur président, M. Félix Houphouët-Boigny, n'est plus de ce monde. Il est décédé. Mais le décès de M. Félix Houphouët-Boigny sera rapidement suivi par une crise. Non, un moment de tension politique où l'on a 2 candidats potentiels à sa succession. Mais en réalité, il y avait 4 protagonistes. Pour parler des 4 acteurs, il y en avait 3 qui étaient des plus politiques et un seul qui était un militaire. Pour parler des 3 politiques, nous avons le président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié. Le mandat du président de la République ne cesse que lorsque le nouveau président est élu. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, et les difficultés économiques du moment nous font prendre conscience de l'intensité de l'effort que nous devons déployer sans relâche pour assurer le prestige de notre pays et son rayonnement au plan international. Un opposant, celui-là qui était la figure principale de l'opposition de Côte d'Ivoire à cette période-là, M. Laurent Gbagbo, chef de file du Front populaire ivoirien d'antan. La Côte d'Ivoire a besoin de démocratie comme le corps humain a besoin d'oxygène. Celui qui ne l'a pas compris est contre la Côte d'Ivoire. Et comme signifié plus tôt, nous avons un militaire, qui est M. Robert Guéhi, chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Je me rappelle des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait et regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous passez au poste de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au poste de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Alors, c'est un acteur qui ne va pas jouer un rôle pendant cette période-là, mais il faut le citer parce que lorsqu'on prend la carte, la géographie de la Côte d'Ivoire et de ses voisins, nous sommes tous conscients du fait que à cette période, dans les années 90, la majorité de ces pays étaient dirigés par des soldats. Le Libéria, la Guinée, le Burkina, le Mali et le Ghana. Donc tous avaient également les yeux rivés du côté de l'armée. L'armée ne va pas jouer un rôle à cette période-là. Mais quelques années après, on va sentir l'entrée en scène de l'armée, qui va s'expliquer, qui va puiser également une partie de ses racines pendant ce carnaval. C'est pourquoi cet acteur est important à être cité.
Donc nous avons les 4 acteurs suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ceux-là qui vont se livrer une bataille. Mais il y en a 2 qui se distinguent. Le président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié, et le Premier ministre, M. Alassane Dramane Ouattara. Alors pour mieux comprendre ce qui s'est passé pendant cette période-là, où il y a eu en réalité ce bras de fer, il ne faut pas vraiment s'intéresser à l'an 93. Il faut reculer. Il faut aller beaucoup plus loin, en 1970. En fait, 1970, c'est une année importante parce que c'est dans cette année qu'il y aura 2 versions de politique en Côte d'Ivoire. Il y a d'abord l'ancienne génération et la nouvelle génération. La nouvelle génération qui va commencer à s'exprimer ou à entrer en politique à partir des années 70. L'ancienne génération, elle est caractérisée par celle qui a mené le combat auprès de M. Félix Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, nous pouvons citer des acteurs comme Biaka Boda, Ernest Boka, Grégoire Philippe Yassé, Monké et consorts. C'est cette génération qui était déjà présente sur la scène politique et qui dirigeait les affaires en 1970. Mais cette génération va voir l'avènement de la nouvelle. Cette génération qui entre en jeu, c'est une génération de purs intellectuels, qui n'a pas vraiment un style de militant comme l'avait ou l'a l'ancienne génération, qui a un style d'intellectuel, de purs intellectuels. Et ceux-là, ce sont des spécialistes du droit, de l'économie, ce sont des ingénieurs. Et l'on peut citer par exemple M. Laurent Donafologo, M. Daniel Kablan-Duncan, M. Henri Konan Bédié et consorts. Donc à partir des années 70, il y a 2 générations qui vont commencer à se faire face en politique, en Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, la question de la succession commence à être évidente. Il y a une nouvelle génération qui arrive, dont tous les acteurs qui sont auprès de M. Félix Houphouët-Boigny, ou du moins qui étaient avec M. Félix Houphouët-Boigny depuis des années, vont commencer à réclamer, à se positionner pour réclamer la succession. Mais ce n'est pas effectif à cette période-là. Il faut le signifier. Depuis 1959, la Côte d'Ivoire avait un président de l'Assemblée nationale. En 1959, ce n'était pas l'Assemblée nationale, c'était l'Assemblée constituante, mais le même président de cette Assemblée constituante sera conduit à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, la Côte d'Ivoire a un président de l'Assemblée nationale, en l'image de M. Philippe Grégoire Yassé. Et cet acteur va rester à la tête de l'institution jusqu'en 1980. À la tête de l'institution, il est perçu comme le second, c'est-à-dire après le président de la République, c'est lui le successeur naturel, légitime, légal, tout ce que l'on veut. D'ailleurs, il y a même des lois qui en parlaient. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. M. Philippe Grégoire Yassé, président de l'Assemblée nationale, va y rester jusqu'en 1980. En fait, en 1980, il est substitué, il est démis de sa fonction, il est remplacé. Et cela s'explique par un événement qui a eu lieu en 1978. En cette année de 1978, le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, n'est pas en Côte d'Ivoire. Il va donc demander au président de l'Assemblée nationale de faire une tournée à l'intérieur du pays, dont l'objectif, c'est de faire passer certaines localités à des communes de plein exercice, afin que celles-ci deviennent des communes comme Boaké, Abidjan à l'époque. Et pendant cette tournée, M. Philippe Grégoire Yassé aurait positionné ses pions à lui, c'est-à-dire des personnes qu'il connaît, qu'il maîtrise, afin que ceux-ci puissent diriger, ou du moins se positionner, diriger les localités en sa faveur, ce qui allait lui permettre d'avoir un véritable poids politique au niveau interne en Côte d'Ivoire et légitimer l'idée selon laquelle il est le successeur légitime du président Félix Houphouët-Boigny. L'ayant appris, M. Félix Houphouët-Boigny va le démettre. Telle est l'information officielle qui explique la raison pour laquelle M. Philippe Grégoire Yassé est démis de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Et devinez quoi? Son successeur vient de la nouvelle génération. C'est en l'occurrence M. Henri Konan Bédié. Donc à cette période-là, nous avons un nouveau président d'Assemblée. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, c'est M. Henri Konan Bédié. Mais ce n'est pas là que tout va se jouer, parce que l'homme n'est pas vraiment connu politiquement, il n'a pas le poids que ses prédécesseurs avaient. D'autant plus que, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale, il a connu une période vraiment difficile. Mais qui est ce nouveau président de l'Assemblée nationale? Ce Henri Konan Bédié. Alors, en quelques minutes, voyons le parcours de cet homme, comme l'on a fait pour M. Alassane Ouattara. Entre 1954 et 1958, M. Henri Konan Bédié sort diplômé de droit à l'université de Poitiers, en France. Il aura subséquemment un diplôme d'études supérieures de sciences économiques. Après cette formation, il est nommé en moins de 2 ans à une fonction principale en Côte d'Ivoire, parce qu'il devient le sous-directeur de la caisse de compensation et des prestations familiales du pays, donc de la Côte d'Ivoire.
Mais ce n'est pas tout, parce que sur proposition du Premier ministre de Côte d'Ivoire à l'époque, parce qu'en 1959, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui était une république autonome, est M. Félix Houphouët-Boigny. Et sous sa proposition, la proposition du Premier ministre Félix Houphouët-Boigny, il va avoir une autre fonction. Il va intégrer le ministère des Affaires étrangères de France, d'abord pour un stage, et devient par la suite, en 1960, conseiller à l'ambassade de France aux États-Unis. C'est dans cet élan où il a les compétences, les atouts d'un diplomate, qu'il sera l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis dès 1960. Et là, il n'a que 27 ans. C'est lui qui ouvre l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. 3 ans plus tard, en 1963, il va au-delà des États-Unis parce qu'il a compétence élargie désormais, où il gère en plus les États-Unis, le Canada et le Mexique. 3 ans après, le président Félix Houphouët-Boigny va le nommer ministre délégué aux affaires économiques et financières. Il est donc de retour en Côte d'Ivoire. En 1968, il est encore nommé. Là, il devient ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Mais il faut signifier que en 1965, de retour en Côte d'Ivoire après son séjour aux États-Unis, il va intégrer le bureau politique du PDCI-RDA, où il est déjà installé, il est un acteur majeur. Mais dans les années 70, suite à l'affaire du détournement de deniers publics, l'argent qui a été consacré au complexe sucrier, il va se voir exit du gouvernement. Il est donc chassé du gouvernement ivoirien. Et là, sa crédibilité, son image prennent un coup. Il va continuer sa carrière sur la scène internationale, à la Banque mondiale où il va travailler. Mais en France, déjà, il avait commencé à être actif. Son carnet d'adresses était ouvert, où il se faisait de nouvelles relations comme le président français, M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais il reviendra beaucoup plus tard. Et c'est à cette période-là que nous nous sommes arrêtés, en 1980, où il devient président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Désormais président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il est l'acteur principal, l'acteur qui est le plus en vue lorsqu'on parle de la succession de M. Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est au devant. Mais il n'est pas porté dans le cœur de tous les acteurs. Et l'une des personnalités rivales ou l'une des personnalités qui est contre M. Henri Konan Bédié, l'on pourrait dire politiquement, c'est M. Philippe Grégoire-Yassé, l'homme qui a perdu sa fonction en faveur de M. Henri Konan Bédié. Puis, en plus de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, il a également perdu son poste de secrétaire général du PDCI-RDA qui a été supprimé à la même période. Tout ça pendant le 8e congrès du parti politique. Maintenant qu'on sait ça, concrètement, quelles étaient les dispositions qui évoquaient la succession du président Félix Houphouët-Boigny? Parce qu'il faut le savoir, ça n'a pas commencé à partir des 80. Il y a eu des événements depuis 1960. La Constitution était claire. Il y a même eu des modifications que peu d'Ivoiriens savent relativement à la Constitution qui prévoyait la succession du président Félix Houphouët-Boigny. Nous allons en parler maintenant. En fait, dès 1960, l'article 11 de la Constitution était clair et il disposait que, je cite, « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions au président de la République sont provisoirement exercées par une personnalité choisie au sein de l'Assemblée nationale, par son président. Si la durée du mandat restant à couvrir est égale ou inférieure à 12 mois, il n'y a pas lieu à l'élection du président de la République. » Ici, l'on pourrait dire que le choix donc, du successeur est clair. C'est le président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment le président de l'Assemblée nationale qui est le successeur du président de la République. Parce que ici, l'article dispose que le successeur doit être choisi ou provient de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Donc là, on ne peut pas se positionner parce qu'on a 175 députés à l'époque. Donc on ne sait pas concrètement c'est qui ou qui est la cible de cette loi. Mais ça va rester ainsi jusqu'en 1975, où il y a la toute première modification de la Constitution. Et l'article 11 est touché avec un peu plus de précision. Et en 1975, l'article 11 disposait, et je cite, « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, le président de l'Assemblée nationale devient de plein droit président de la République. » Ici, l'article est beaucoup plus clair. On entend déjà le nom du successeur. C'est le président de l'Assemblée nationale. Et en 1975, c'était M. Philippe Grégoire-Yassé. Et selon Jacques Foccart, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur Afrique de la France, il disait qu'il a reçu le témoignage de M. René Pelven, ce qu'il a évoqué dans son ouvrage Foccart parle. Il disait ceci, et je cite, « Houphouët lui avait confié son intention de se retirer en 1975 pour laisser la place
à Philippe Yassé, qui s'effacerait à son tour devant un jeune, après un mandat. Ici, il faut donc comprendre que le président de la République était désireux concrètement de laisser la place. Donc, il a ciblé l'acteur qui allait le remplacer. Et c'était M. Philippe Grégoire Yassé. Mais cet article de 75 ne va pas s'éterniser. Parce qu'en 80, il y a encore une nouvelle modification. Mais tenez-vous bien, la modification des 80, elle est très différente. Et là, on ne parle plus de la même fonction. Il y a une autre fonction qui va être créée et c'est cette fonction-là qui va héberger le successeur. En cette année de 1980, il y a la création d'une nouvelle fonction, d'un nouveau poste, le poste de vice-président. En fait, après l'élection de novembre 80, qui a été remportée par M. Félix Houphouët-Boigny, et petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1960 jusqu'en 1990, il y a toujours eu élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La différence entre ces élections et celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y avait un seul candidat à l'époque. C'était M. Félix Houphouët-Boigny, raison pour laquelle il remportait toujours avec plus de 90% des voix exprimé. Mais pour revenir à notre sujet, en 80, il y a eu élection et il a gagné. Donc suite à cette élection, il est désireux de modifier la Constitution. Et l'article 11, il la modifie en faveur de la création d'un nouveau poste, la vice-présidence. L'article 11 modifié permet à ce qu'il ait, à partir de cette période-là, un vice-président qui est tout naturellement le successeur du président de la République. Et ce vice-président, il est élu en même temps que le président de la République. Mais il entre en activité en cas de vacance du pouvoir ou de décès du président de la République. Voici donc la disposition dans laquelle on se trouvait en 1980. Il y avait la fonction de vice-président. Mais cette fonction va rester théoriquement en place parce qu'il n'y aura pas de vice-président en Côte d'Ivoire. Personne ne va occuper cette fonction-là. Il y avait des prétendants à cette fonction, mais il ne va pas avoir de véritable vice-président. La fonction va rester telle jusqu'en 1985. Parce qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 1985, le président de la République va supprimer cette fonction. On n'aura plus de vice-président. Et l'on va revenir sur l'ancienne disposition. En cas de vacance du pouvoir ou du décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le substitue. Mais lorsqu'on parle du chapitre de la succession du président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, on ne parle pas également d'un article qui était important, l'article 24, qui disposait à l'époque que lorsque le président est hors du pays, donc en l'absence du président, le pouvoir est géré par le Premier ministre parce que les pouvoirs sont délégués au ministre. Et cet article sera un élément majeur dans cette guerre de succession. Parce que lorsque le président ne sera pas en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, en 1990, il y a un nouveau Premier ministre. Et le Premier ministre chargé de gérer les affaires va gérer ses affaires et le président de la République va sentir que le Premier ministre est à même de gérer ses affaires. Il va donc lui déléguer vraiment les activités en 91, où il va faire 5 mois hors du pays et revenir. En 92 également, où il fait 5 mois hors du pays et revient. Et en 93, où il part en mars, revient un peu plus tard, mais repart et revient officiellement le 21 novembre 1993. Donc il faut comprendre que quelque part, le président de la République a donné les pleins pouvoirs dans une certaine mesure pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire en son absence à son Premier ministre qui était M. Alassane Dramane Ouattara, qui le faisait et qui s'est senti, qui a pris goût à cette gestion-là. Je me souviens de cet entretien qui était vraiment pénible. Il me disait, mon fils, vous voyez, ils m'ont traité de voleur. Il était affecté, il était affaibli. Et bon, après, nous avons repris les choses ensemble. À partir de 91, quand il a vu que je tenais bien les choses, il venait en France et en Suisse 5 mois dans l'année. La même chose en 92. Et en 93, il est parti en mars pour revenir en fin novembre et décéder le 7 décembre. Donc, j'ai eu des rapports tellement étroits avec lui et de telle confiance que, en plus du respect, de la considération, c'était des sentiments très forts, très très forts. Et je pense que c'est une période qui a été aussi difficile pour moi que la mort de mon propre père. C'est tous ces éléments réunis qui ont causé cette guerre qui aura lieu beaucoup plus tard. Mais il faut signifier que en 1993, l'article 11 était clair. La personne qui était censée remplacer le président de la République, c'est bel et bien le président de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on sait tout ça, revenons concrètement à cette période de 1993. Suite au décès du président, qu'est-ce qui s'est passé? Ou, avant le décès du président, qu'est-ce qui s'est passé? En ce qui concerne le bras de fer, il va commencer en novembre 1993. Il faut savoir que le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, est de retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 21 novembre de l'année 1993. Il sera rapidement envoyé à Yamoussoukro, où il va y rester. Pour certains, il est agonisant. Pour d'autres,
il est déjà mort. Mais il faut savoir que de nombreux acteurs politiques vont se rendre à Yamoussoukro pendant cette période-là pour lui rendre hommage. Mais les citoyens ivoiriens, à partir de cette période-là, commencent à avoir quelques informations par-ci et par-là selon lesquelles l'homme serait en train de succomber, voire l'homme aurait déjà succombé. Mais pendant cette période, il y a déjà les négociations, ou du moins les idées de succession qui sont en train de se concrétiser au niveau du PDCI-RDA. Il faut savoir que le 27 novembre 1993, 6 jours après le retour du président, il y a M. Philippe Grégoire-Yassé, qui est président du Conseil économique et social à cette période-là, qui va lui organiser un conseil de sages. C'est une rencontre qui réunit les acteurs, les cadres du PDCI-RDA afin de penser la succession du président. Et pendant cette rencontre, il y aura deux groupes. Un groupe derrière M. Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et un autre derrière M. Henri Konan Bédié, qui est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Derrière M. Alassane Ouattara, on retrouvait M. Philippe Grégoire-Yassé. Et derrière M. Henri Konan Bédié, on retrouvait un certain Laurent Donafologo, qui lui était secrétaire général du PDCI-RDA, second après le président de la République. Donc un acteur central important pour les prises de décision à l'intérieur du parti. Alors lors d'une rencontre le 1er décembre 1993, toujours dans le cadre de ce conseil de sages, la rencontre est tendue. Et il y a d'abord la sortie de M. Philippe Grégoire-Yassé qui disait, et je cite, « La maison brûle. Ce n'est pas maintenant qu'il convient de se disputer les fauteuils du salon. » Alors, il faut savoir que M. Grégoire-Yassé, soutenant M. Alassane Ouattara, la proposition, la posture était claire. Pour lui, il fallait mettre en place un conseil d'État où l'on allait voir la présence de M. Henri Konan Bédié et l'autre poids lourd, potentiel successeur politique, qui était M. Laurent Gbagbo, qui tous deux allaient être à l'intérieur du conseil d'État. Mais ce conseil d'État allait être gouverné et dirigé par M. Alassane Ouattara. C'est la posture de M. Philippe Grégoire-Yassé. Mais pendant cette rencontre, cette réunion, il y aura la réponse de M. Donafologo, qui lui, parlant de la Constitution, va dire, et je cite, « L'une des pierres angulaires de la grande et géniale œuvre du président Houphouët, voit son testament politique, c'est celle-là. » Et là, il parlait de la Constitution de la République. Pour lui, il fallait suivre la Constitution. Ce qui était dit à l'intérieur de cette Constitution, en l'occurrence l'article 11. Il faut respecter cet article selon lequel le successeur du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Pas besoin de mettre en place un conseil d'État ou quoi que ce soit. Il faut suivre la Constitution. Telle était sa posture et il était très ferme. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Mais pendant ce mois de novembre 1993, il y avait la visite de hauts fonctionnaires français qui vont venir voir les protagonistes. Les deux acteurs majeurs parmi ces fonctionnaires sont M. Rochereau de la Sablière, qui était directeur Afrique du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères de France, et M. Antoine Pouliot, qui était directeur du cabinet du ministre de la Coopération. Tous deux, en Côte d'Ivoire, vont plaider pour que l'article 11 soit appliqué. Ils veulent que le président, du moins le président par intérim, soit M. Henri Konan Bédié. Mais ils vont également proposer quelque chose d'autre. Ils vont proposer ce qu'on appelle le gouvernement d'opposition. Ils veulent que M. Henri Konan Bédié soit le président de la République et qu'il y ait un Premier ministre qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Ils veulent que les deux acteurs soient à la gestion du pays. Idée qui ne passe pas du tout pour les deux camps. Ainsi, la proposition faite par ces fonctionnaires français sera rejetée.
Alors qu'il n'y a pas vraiment d'entente, les jours vont passer jusqu'au 7 décembre 1993, date à laquelle les Ivoiriens assis devant leurs écrans, leur télévision, vont apprendre au journal de 13h l'information selon laquelle le président de la République, M. Félix Houphouët-Boigny, est mort. Cette information sera donnée à 13h par le Premier ministre, M. Alassane Dramane Ouattara. Mais à 20h, on aura la sortie du président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié, qui lui va déclarer la mort du président de la République, mais rapidement se positionner et dit qu'il est le successeur, qu'il entend assurer l'intérim. Non, il est désormais le président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l'inspirateur, et le pays sera gouverné. Suite à cette déclaration, il est clair et net qu'il n'y a plus de débat à faire. La Constitution est en train d'être appliquée parce que rapidement, le président de l'Assemblée nationale a fait sa déclaration à la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Mais le lendemain, le 8 décembre 1993, le Premier ministre n'est pas du tout d'avis à l'idée d'abandonner. C'est en ce sens qu'il va faire parvenir un communiqué à l'agence France Presse, l'AFP. Communiqué selon lequel il était disposé, il était prêt à ne pas abandonner. Il est désireux de rester à sa fonction de Premier ministre. Mais à la grande surprise, le lendemain, le 9 décembre, l'homme, M. Alassane Dramane Ouattara, va annoncer sa démission. Il quitte le gouvernement. Il laisse tomber cette fonction de Premier ministre. Et derrière, il y a les rumeurs, ou du moins il y a l'information selon laquelle il est un potentiel candidat à l'élection présidentielle de 1995. L'homme veut participer à cette élection. De son côté, le nouveau président, M. Henri Konan Bédié, va se voir valider le 10 décembre 1993 par la Cour suprême, qui, elle, va valider la Constitution et dit que M. Henri Konan Bédié est à même de diriger la Côte d'Ivoire, assurer l'intérim. C'est ce qui va permettre à l'homme de nommer son Premier ministre, qui lui va former son gouvernement le 11 décembre 1993. C'est M. Daniel Kablan-Duncan, qui est le nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Parce qu'à partir de cette période, il y aura maintenant l'entrée en scène du potentiel successeur qui était M. Laurent Gbagbo. Et les choses vont changer au juin, vont se faire voir au niveau de M. Robert Guéhi et l'élection présidentielle de 1995. Beaucoup de choses vont se passer à partir de ce moment-là. Restez à l'écoute. Mais pour l'instant, likez la vidéo, dites en commentaire si vous le saviez, dites en commentaire ce que vous en pensez, partagez cette vidéo. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.